Très content de présenter Antoine Mirondi, parce que quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ah enfin, je suis pas seul, quoi. On est tous les deux en fait chefs de clinique de neuropsychiatrie. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'Antoine a à peu près le même parcours que moi. On est passé pendant notre dada de psychiatrie en épileptologie. On a découvert un champ clinique qui nous a passionnés. Et donc on a essayé de continuer ça après pendant notre clinica. Et donc Antoine fait des consultations en épileptologie, actuellement chef de clinique à Toulouse, dans le service de psychiatrie et de psychologie médicale du professeur Schmitt. Il est en thèse de sciences également. Et donc il va nous parler de la dépression dans le champ de l'épileptologie, ses spécificités cliniques et les questions que ça peut soulever. Merci Jean-Arthur pour cette présentation. Je vais essayer de faire relativement bref parce qu'on a pris un petit peu de retard pour ne pas être trop soporifique après quand même une journée riche en présentation. J'ai quand même remercié la fac de Paris 6 de nous accueillir et Paris 7 et la société médico-psychologique d'être associée à la journée de la ESP. Donc, comme l'a dit Jean-Arthur, je vais vous présenter les éléments de sémiologie du trouble dépressif dans la pathologie épileptique. Alors, le plan va suivre un rappel du contexte, un très rapide rappel des facteurs de risque et par la suite un point sur la sémiologie du trouble dépressif et plus particulièrement du trouble dysphorique interictal et le retentissement qu'il peut y avoir en pratique clinique. Donc pour rappel, la pathologie dépressive, le trouble dépressif exactement, est très fréquent dans l'épilepsie avec une prévalence d'environ 25% et cette prévalence est majorée dans les épilepsies pharmacorésistantes pouvant aller jusqu'à 50% et c'est à peu près la prévalence qui existe dans les centres d'épilepsie tertiaires. La dépression est un facteur de risque de résistance de l'épilepsie et un facteur de risque de mauvaise observance ou de non-observance au traitement anti-épileptique pour les patients épileptiques. Il existe un lien qui est bidirectionnel entre l'épilepsie et le trouble dépressif qui est connu depuis extrêmement longtemps avec des patients présentant une épilepsie ont 4 à 5 fois plus de chances de développer un trouble dépressif et inversement, les patients présentant un trouble dépressif ont plus de risques de développer une épilepsie. On retrouve chez les patients chez qui on diagnostique une épilepsie des antécédents de troubles dépressifs 4 à 6 fois plus fréquemment que dans la population générale. On a quelques modèles explicatifs de cette bidirectionnalité qui restent que des modèles qui existent dans les modèles animaux et humains, mais c'est encore vraiment perfectible. Donc avec une hyperactivité de l'axe hypothalamo-hypophysaire, une augmentation les symboles ne sont pas passés. Une augmentation de la neurotransmission glutamatergique et une diminution de la neurotransmission GABAergique et une diminution de la neurotransmission sérotoninergique qui entretient cette boucle entre épilepsie et dépression. On a parallèlement à ces données biologiques, à ces données moléculaires, essayé de faire un corrélat neuroanatomique entre la symptomatologie dépressive et la symptomatologie dirons-nous, épileptique. On a eu des données qui étaient très variables du fait de la grande hétérogénéité de cette symptomatologie. On a retrouvé des diminutions de volume hippocampique pour les épilepsies au niveau du lobe temporal, mais uniquement le lobe temporal droit, qui ont été répliquées sur plusieurs études, mais uniquement sur le côté droit. Une augmentation du volume au niveau amygdalien, mais sans diminution au traitement. Donc on s'est retrouvé un petit peu bloqué au niveau de l'explication de ces données d'imagerie et ces données moléculaires entre guillemets. Donc c'est pour ça que je pense qu'il était important de repositionner la sémiologie au sein de ces symptômes
psychiatriques et neurologiques. Donc, à savoir, est-ce que la symptomatologie est exactement la même que chez les patients non épileptiques? Il y a une partie de la réponse qui est oui, effectivement, qui sont très proches de ce que l'on retrouve dans le DSM-4 et maintenant le DSM-5, mais on va voir qu'il y a une sémiologie qui est beaucoup plus spécifique et c'est celle-là que l'on va aborder aujourd'hui. Les facteurs de risque, très rapidement, l'âge, plus on a une épilepsie précoce, à l'âge adulte, plus on est à même de développer des troubles dépressifs dans leur ensemble. De même que plus on a une fréquence des crises importantes, on est à même de développer des troubles dépressifs et ça va de soi, les antécédents d'épisodes dépressifs caractérisés sont des facteurs de risque de dépression, c'est déjà le cas de la population générale, ça le reste dans la population épileptique. Le trouble dépressif est souvent mal diagnostiqué dans l'épilepsie. On a environ 50% des patients qui présentent une épilepsie considérée comme atypique et uniquement 30% qui répondent aux critères DSM-4 au moment des études, mais qui répondent aux critères DSM-5. On a par ailleurs une influence du type d'épilepsie. En effet, les épilepsies du lobe temporal peuvent marquer certains symptômes, notamment les symptômes cognitifs, et on a une influence des antiépileptiques. Alors cette influence des antiépileptiques va être sur plusieurs éléments. Tout d'abord, la symptomatologie peut être masquée parce que les antiépileptiques dans leur ensemble peuvent donner des troubles de la concentration, une asthénie, des troubles du sommeil. Et en plus de ces éléments globaux que l'on retrouve dans les antiépileptiques, on va avoir certains antiépileptiques qui vont avoir une prévalence à donner une symptomatologie dépressive. Pour citer les plus fréquents, les barbituriques, le topiramate et à moindre niveau, le levetiracetam qui est le Keppra. On va s'intéresser plus spécifiquement aux symptômes que l'on retrouve en rapport ou sans rapport avec la crise d'épilepsie, donc tout ce qui est la symptomatologie péri- ou para-ictale, donc en pré-crise au niveau de la crise en ictale ou en post-ictale, et les symptômes qui sont indépendants de ces crises. Donc, ce qui correspond à la symptomatologie préictale, c'est en amont des prodromes et tout ce qui va correspondre à la symptomatologie post-ictale qui va apparaître au décours de la crise, après un intervalle libre et après la confusion post-critique. Pour les troubles dépressifs qui sont péri-ictaux ou para-ictaux, on a la dysphorie préictale, la symptomatologie dépressive préictale, qui était initialement considérée comme rare, et on s'est rendu compte chez les patients qui présentaient une épilepsie réfractaire au niveau du lobe temporal, et cette prévalence était quand même aux alentours de 15%. Les symptômes apparaissent dans les heures ou les jours, 1 à 2 jours, avant la crise d'épilepsie et ont la majorité du temps dans les 24 heures qui précèdent la crise d'épilepsie. C'est une symptomatologie qui est peu particulière où l'irritabilité, l'intolérance à la frustration, la labilité des émotions est extrêmement présent au même titre que la tristesse et ces symptômes vont céder au moment de la crise. Donc on verra plus tard l'intérêt clinique, mais un intérêt clinique pour l'éducation au niveau thérapeutique des patients, de reconnaître la crise et de pouvoir traiter en amont. Les symptômes dépressifs ictaux, considérés pour un taux de prévalence de 1% dans l'épilepsie de manière générale, mais là encore l'épilepsie est un tableau extrêmement hétérogène et cette prévalence va monter jusqu'à 10% chez les patients présentant une épilepsie temporale. La symptomatologie est également assez particulière, avec un sentiment de désespoir, des éléments de culpabilité, des idéations suicidaires qui peuvent être présentes mais de par pic, parce que c'est un délai qui est relativement court, un sentiment d'inutilité, une anédonie et une tristesse. Cette durée, vous l'avez compris, sera relativement brève du fait de la persiste que pendant la durée de la crise, donc plus ou moins longue si on est sur des crises subentrantes, aux équivalents de maladie épileptique, mais de manière générale bref et vont être suivis la plupart du temps par une confusion post-critique, une altération de la conscience. Là, on en touchera 2 mots sur la partie pratique, mais de temps en temps, et même la plupart du temps, il s'agit des uniques symptômes de la crise commerciale. Donc il est important de pouvoir les repérer
pour pouvoir situer la crise initiale et pouvoir adapter au niveau des traitements, notamment anti-épileptiques. Enfin, au niveau des symptômes dépressifs post-ictaux, ce sont les symptômes qui surviennent au décours de la crise d'épilepsie, après un intervalle libre, qui peuvent survenir dans les 72 heures après la crise d'épilepsie, et durent en moyenne 24 heures. On les retrouve dans quasiment la moitié des patients présentant une épilepsie réfractaire, avec des symptômes extrêmement proches de ce que l'on retrouve dans la symptomatologie ictale, et la sévérité est d'autant plus marquée qu'on est chez les patients qui présentent des dépressions interictales que l'on va évoquer après. Devant ce tableau relativement homogène de symptomatologie clinique, Marco Mula, dans les années 2000, en parallèle aux travaux de Bleumer à la fin des années 90, a mis en avant une entité clinique qui sont les troubles dysphoriques périictaux pour les symptômes dysphoriques périictaux, regroupant les mêmes symptômes que l'on va voir dans les troubles dysphoriques interictaux, mais qui sont en lien direct avec la crise, à savoir la symptomatologie dépressive, la symptomatologie affective et les symptômes spécifiques, irritabilité, euphorie et instabilité thymique, qui sont des symptômes un peu particuliers. Donc là, on voit que c'est en rapport avec la crise dans plus de la moitié des cas. C'est quelque chose qui est non négligeable. La deuxième grande partie des troubles dépressifs dans l'épilepsie va correspondre à la dépression interictale. La durée est variable, ce qui fait que les critères DSM ne sont pas toujours respectés, donc de quelques heures à quelques jours, sur une période libre de crise et avec des symptômes pas forcément typiques encore du DSM, parfois même aspécifiques, avec des plaintes somatiques et des symptômes psychotiques. Donc il est important, pour pouvoir les traiter, du fait de la bidirectionnalité de la dépression et de l'épilepsie, de pouvoir les repérer. Donc il y a un certain nombre de symptômes plus spécifiques et qui est important de repérer, de chercher, parce que si on ne les recherche pas, on ne les trouvera pas, à savoir la dévalorisation, la culpabilité, l'anédonie, les idéations suicidaires et, on va le voir qui revient fréquemment dans l'épilepsie, la notion d'irritabilité, d'intolérance à la frustration, de l'habilité des émotions qui est extrêmement importante dans les troubles dépressifs en épilepsie. On a trois autres symptômes qui sont plus spécifiques mais qui ont retentissement au niveau de la qualité de vie des patients épileptiques qu'il faut rechercher et qu'il faut traiter comme thèse, qui peuvent être dus aux antidépresseurs, qui peuvent être dus à l'épilepsie, c'est pour ça que c'est vraiment aspécifique, mais qui sont répondeurs au traitement antidépresseur. C'est le ralentissement psychomoteur, l'asthénie et les troubles de la concentration. Parallèlement à ces troubles dépressifs qui sont interictaux, assez proches de ce qu'on a l'habitude de décrire, il existe une entité particulière qui est assez ancienne, qui a été décrite une première fois dans les observations de Kraepelin dans les années 20, redécrit un peu plus tard, à la fin des années 40, par Bleuler, qui sont les symptômes affectifs que l'on retrouve chez les patients épileptiques. Et on retrouve dans ces descriptions-là la notion d'irritabilité, d'humeur euphorique, d'anxiété, de peur, de douleur, d'insomnie et d'anxiété. Ces observations ont été confirmées par la suite par Gastaut dans les années 50 et Bleumer en a fait une entité à part entière sémiologique qui sont les troubles dysphoriques interictaux et qui correspondent à un syndrome affectif mais qui va rentrer dans les grands groupes des troubles dépressifs actuellement. Peut-être qu'il y aurait un intérêt à les sortir, mais c'est actuellement dans le grand groupe des troubles dépressifs que l'on retrouve dans l'épilepsie et qui nécessitent un traitement, mais on va le voir, un traitement antidépresseur dans un tiers à la moitié des cas. Il y a 8 symptômes principaux que je vais décrire qui sont répartis en 3 grandes catégories et qui se retrouvent assez proches en fait de ce qui avait été décrit dans les années 80 par Immelhoek, qui est la dysthymie interictale. Donc on se rend bien compte qu'il y a dans le grand groupe des troubles dépressifs dans l'épilepsie un sous-groupe qui paraît un peu plus homogène, qui serait sûrement intéressant sur ensuite une approche au niveau des neurosciences et notamment au niveau de l'imagerie. Les symptômes, donc les symptômes dépressifs, on a une humeur dépressive, l'asthénie, la douleur,
l'insomnie et les symptômes affectifs qui sont un sentiment de peur, d'angoisse, et des symptômes spécifiques, ceux-là qui sont intéressants, qui sont des symptômes d'un peu plus d'hyperréactivité, à savoir l'irritabilité et l'euphorie. Pour parler de troubles dysphoriques interrectales, il faut au moins 3 de ces symptômes sur une période de 12 mois, au moins 3 fois sur cette période de 12 mois. Les durées peuvent varier de quelques heures à quelques jours et peuvent être associées à une symptomatologie psychotique. C'est important d'avoir en tête cette sémiologie qui est quand même extrêmement vaste au niveau de l'épilepsie pour des intérêts cliniques et thérapeutiques. Pour les symptômes périictaux, il y a un intérêt diagnostique de la crise et d'éducation thérapeutique, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que le patient puisse reconnaître les prodromes, même avant les prodromes de la crise, pour pouvoir les traiter, soit par des benzodiazépines, ce qui est très efficace, ou même adapter le traitement antiépileptique. Au niveau de la symptomatologie ictale, c'est carrément le diagnostic de la crise, d'où l'importance de la relation psychiatre-neurologue dans ces pathologies-là. Et au niveau du trouble dépressif interrectal, il est important de pouvoir les reconnaître, donc de pouvoir les rechercher pour les traiter et améliorer la qualité de vie du patient, améliorer la symptomatologie dépressive et surtout, de manière associée, la diminution des crises et de la fréquence des crises. Donc le diagnostic est clinique, il peut être aidé par certains outils, donc le NDD-IE qui a été validé en français, qui est facile à faire passer sur 5 questions et qui a une bonne fiabilité avec un cut-off pour les épisodes dépressifs caractérisés au-delà de 15. Et la prise en charge est la même que sur les épisodes dépressifs chez les patients non épileptiques, à savoir des antidépresseurs, contrairement à ce qu'on a dit pendant des années qu'il ne fallait pas ou peut les utiliser. Il est important de les utiliser à dose thérapeutique en prenant des précautions au niveau du monitoring, mais les utiliser à bonne dose sur une période suffisamment longue, à savoir une rémission complète de 6 mois de traitement pour un premier épisode après la rémission des symptômes, de 2 ans ou plus si on est à plus de 2 épisodes. Il y a une particularité par rapport aux troubles dysphoriques interictaux, à savoir le diagnostic est clinique, mais sur la prise en charge. Les publications qui datent un petit peu, donc c'est pour ça qu'elles sont peut-être à prendre entre parenthèses, entre guillemets, l'utilisation d'antidépresseurs tricycliques, ce qui est étonnant par rapport à la réactivité, l'irritabilité, la labilité émotionnelle sur des doses qui sont quand même relativement importantes, voire même sur des associations d'antidépresseurs. Il y a peut-être un biais sur le fait que les patients sous antiépileptiques ont du fait des antiepileptiques, une valence stimorégulatrice. Peut-être qu'on reverra dans les années à venir une régulation par le bas de l'utilisation de ces antidépresseurs. De toute évidence, il est important de connaître cette symptomatologie du fait de la très grande hétérogénéité des troubles dépressifs dans la dépression pour pouvoir les repérer, les traiter et par la suite, en faisant des groupes un peu plus homogènes, avoir des bases un peu plus solides pour pouvoir faire de la neuroimagerie ou des éléments biologiques pour essayer de comprendre les patterns psychopathologiques de cette relation bidirectionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup Antoine pour nous avoir présenté cette sémiologie peu connue. Alors on va laisser la place aux questions dans la salle. Je voulais juste souligner, c'est peu connu. Et j'ai recherché tout à l'heure le nombre d'occurrences du terme épilepsie dans le DSM-5, il apparaît 31 fois, la plupart du temps pour faire référence aux retards mentaux et aux troubles neurodéveloppementaux comme diagnostic associé ou différentiel. Et il arrive 0 fois dans le cadre des troubles de l'humeur et 7 fois dans le cadre des troubles schizophréniques, pour parler de psychose post-ictale, qui n'était pas l'élément de cette présentation-là. Et du coup, cette notion de trouble de l'humeur, de sémiologie de l'humeur, périictale, ictale ou post-ictale, n'est pas du tout décrit dans le DSM-5. Ce qui pose la question, c'est d'une sémiologie donc pas du tout connue. Et je me souviens d'une discussion qu'on avait eue lors de la préparation, puisque le rapport pour le CPNF, ça sera sur l'épilepsie et la dépression. Et Kanner, qui était le pape américain de l'épilepsie et de la dépression, disait, après toutes les discussions, tous les psychiatres, les neurologues disaient mais c'est super, il faut faire de la psychiatrie en épileptologie. Et Kanner était surpris qu'il n'y ait personne. Et en fait, à la fin, il fait mais qui va les payer, ces psychiatres qui vont aller en épileptologie? Alors, ça me soulève une question que je voudrais te poser.
c'est en fait celle du positionnement institutionnel que les psychiatres qui y réfèrent d'épileptologie devraient avoir face à cette sémiologie spécifique. Est-ce que ça doit être des psychiatres de liaison qui ont une position un peu externe par rapport aux unités et qui viennent faire de la liaison, ou est-ce que ça doit être une réattribution de la position de neuropsychiatre avec une position interne au service d'épileptologie et en propre dans les champs de l'épilepsie? Merci pour cette question. Je pense du fait quand même de la spécificité de cette sémiologie, la place du psychiatre dans un service de neurologie est totalement justifiée. On est sur une symptomatologie extrêmement atypique, spécifique de ce trouble-là et qui, par certains moments, notamment sur le symptôme icto, correspond uniquement à la crise d'épilepsie. Donc, dans le cadre de la neurologie et particulièrement de l'épilepsie, ce que je connais mieux, ça me paraît être justifié qu'il y ait des psychiatres, c'est le cas dans certaines unités, c'est le cas de Caroline Gray Nancy, qui est psychiatre à part entière dans un service de neurologie. Il y a une question au fond. Dernière question, voilà, parce qu'il y a encore deux interventions tout à fait passionnantes sur la sémiologie en prison et le regard du sociologue. Qui avait la main? J'ai juste une question sur la sismothérapie, en fait, puisque il s'agit de provoquer une crise généralisée. Est-ce que vous pouvez faire un lien entre l'efficacité du sismo et alors, le lien est compliqué, parce que le fonctionnement exact de l'ECT, effectivement, est de déclencher une crise convulsive hypochronique généralisée, mais les fonctionnements exacts, on ne les connaît pas bien. Comme il y a longtemps, on a évoqué la libération de neurotransmetteurs à très forte dose. Là, sur les modèles animaux, on a des éléments de neurogénèse qui sont mis en avant. Sur la plupart de la symptomatologie que l'on retrouve au niveau notamment de troubles dépressifs périvirales, il s'agit de crises partielles et pas de crises généralisées. On est après sur des domaines encore peu mal connus et qui nécessitent plus d'informations et de recherche pour pouvoir y répondre clairement. Ça paraît antinomique là comme on le voit actuellement.